Ceci est un film-journal féministe du 8 mars 2019, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Bilan comptable littéraire féministe de l'année 2018, tout en rendant à Cléopâtre ce que César, lui, piquerait bien. Je ne suis pas en Belgique aujourd'hui et je ne peux pas participer à la grève ou aux actions de cette journée, mais je soutiens pleinement toutes celles qui l'ont fait advenir, celles qui participent et celles qui aimeraient participer mais n'en ont pas la possibilité. Avec mes outils de réalisatrice, je profite tout de même d'aujourd'hui, de cette journée de lutte, pour mettre en lumière quelques femmes. Il y a 2 ans et demi environ, une amie, Anaëlle je crois, m'a parlé de prendre conscience de la proportion d'autrices et d'auteurs que je lisais au quotidien. On se doute du résultat le plus couramment obtenu. Comme petite pierre à l'édifice, on peut tenter de rééquilibrer la balance dans ses choix personnels de lecture. Je crois que mon amie elle-même avait commencé cela en parlant avec une autre personne, et je crois que c'était la documentariste belge Sophie Bruno. En tant que féministe et lectrice passionnée, le défi m'a plu, et j'ai décidé de le relever. En 2018, j'ai lu 37 livres, tous genres confondus, 20 écrits par des femmes et 17 par des hommes. Je ne vais parler que des premiers, et je vais seulement citer le nom de certains et développer plus pour d'autres. Paysages indistincts de Cécile Douar. Cécile Douar est une peintre, écrivaine et sculptrice française qui a toujours vécu en Belgique. Je l'ai découverte grâce à Jeanne Vercheval, qui a écrit sa biographie, Cécile Douar, un regard retrouvé, et que j'avais entendu parler à la radio, Jeanne Vercheval. Depuis que j'ai lu cette biographie, j'écris un film sur Cécile Douar, donc je fais des recherches sur elle, et voilà, je ne sais pas encore quelle forme prendra ce film, mais cette femme me passionne. Cécile Douar est née en 1866 et morte en 1941. Elle s'est battue pour apprendre la peinture, à une époque où les femmes n'étaient pas autorisées à entrer dans les académies en Belgique. Dans les années 1890, elle descend dans les mines du Borinage pour tracer des esquisses des femmes qui y travaillent, et elle en fera le sujet de ses tableaux les plus connus et les plus réussis. À 30 ans, elle devient aveugle, et elle décide d'écrire et d'apprendre la sculpture. Paysages indistincts, c'est un recueil de textes courts, c'est son second livre publié, après Impression d'une seconde vie, qui relate ses voyages dans le sud de la France et l'Italie, avec le filtre de ce que la cécité transforme dans ses perceptions. Elle décrit ce que lui offrent ses autres sens, avec beaucoup d'humour, délicatesse et philosophie. Reflet dans un œil d'or de Carson McCullers. C'est mes parents qui me l'ont offert. Je ne connaissais Carson McCullers que de nom, et je ne savais pas que c'était une femme, parce que Carson, voilà, je ne connaissais pas ce prénom. C'est un roman qui incarne pour moi la puissance, avant tout. La puissance d'écriture, la puissance des personnages, la force des images. Il y a quelques descriptions, mais à chaque fois elles sont d'une grande force et d'une grande précision. Il y a un fort dans le sud, où il y a quelques années un meurtre fut commis. Les acteurs de ce drame étaient 2 officiers, un soldat, 2 femmes, un philippin et un cheval. Quelque temps après cette lecture, j'ai vu chez mon amie Hélène un recueil de nouvelles de Carson McCullers. Elle avait découvert cette autrice presque en même temps que moi, avec la même attirance pour cette écriture forte et les sujets toujours teintés d'étrangeté. Je lui ai donc emprunté La balade du café triste, que je recommande tout autant. Flush, une biographie de Virginia Woolf. Bon, Virginia Woolf, c'est mon écrivaine fétiche. C'est elle qui a fait s'écrouler les murs de ce que je croyais être la littérature, pour me faire apercevoir un monde tout entier. J'avais 15 ans, c'était à la lecture de Mrs. Dalloway. J'aime tellement ce qu'elle écrit que je veux pas arriver au moment où j'aurais tout lu. Donc je prends mon temps. Flush est un de ses livres les moins connus. C'est un tout petit bouquin où elle fait la biographie d'Elizabeth Barrett Browning, une poétesse anglaise du 19e siècle, mais à travers le personnage de son chien, Flush. J'avais entendu parler de ce livre
dans Journal de la création de Nancy Houston, qui est son journal à Nancy Houston à un moment donné où elle est enceinte et où elle profite de ce livre pour à la fois raconter des choses intimes et dresser le portrait de nombreux couples d'artistes en parlant des rapports hommes-femmes dans ces couples. Et il y a un chapitre où elle parle d'Elizabeth Barrett Browning et de son mari Robert Browning. L'année de la pensée magique de Joan Didion, qui m'a été offert par Joachim. Claudine à l'école de Colette, Claudine à Paris de Colette. Colette, j'aime beaucoup, et je trouve qu'elle ne reçoit pas les honneurs qu'elle mérite. En l'occurrence, si j'en ai relu en 2018, c'est parce que mon amie Justine m'en a offert une vingtaine pour Noël 2017. Ça doit faire environ la moitié des œuvres complètes dans une vieille édition brochée, vert clair avec des lettres dorées, et elle les a trouvées jour après jour à donner sur le trottoir devant chez elle. Du coup, j'ai relu Claudine à Paris et Claudine à l'école d'abord. Et ensuite, j'ai trouvé par hasard en vitrine chez Tropisme le livre État de femme, l'identité féminine dans la fiction occidentale de Nathalie Heinisch. C'est un essai. C'est davantage un inventaire, un classement qu'une analyse, mais ça m'a donné des nouveaux critères intéressants pour penser les personnages féminins. Je vais résumer en essayant de pas dire trop de conneries. Nathalie Heinisch divise les personnages féminins de fiction en 3 catégories majeures, la première, la seconde et la tierce. La première, c'est la femme mariée, qui est légitime et possède une place définie dans les échanges économico-sexuels. La seconde, c'est la maîtresse ou la deuxième épouse. Elle n'est jamais tout à fait à la bonne place, elle est en rivalité avec d'autres. C'est typiquement la narratrice de Rebecca, de Daphné du Maurier. La tierce est exclue, elle est à part dans la société. C'est la religieuse, la prostituée, la vieille fille. L'autrice montre ces types de personnages en sites qui viennent de vraiment toutes sortes de livres, à la fois des romans considérés comme des classiques de la littérature, importants, bons, et en même temps aussi des romans populaires, comme les romans de Delhi par exemple. Mais elle n'analyse pas la qualité littéraire, elle utilise vraiment toutes sortes d'œuvres pour faire un classement, quoi. Elle montre aussi les possibilités d'évolution d'une catégorie à une autre, ou les impossibilités d'évolution. Voilà. Nathalie Heinisch cite beaucoup Colette, notamment quand elle décrit le type de la seconde. Du coup, j'ai lu aussi La seconde et L'entrave de Colette. Dans la lumière de Barbara Kingsolver. C'est Isabelle qui me l'a offert comme cadeau de première pour le spectacle Les papillons de nuit rêvent aussi, où elle jouait et dont j'ai fait la création vidéo. C'est accessoirement ma maman. Le roman parle très intelligemment de l'écologie, à travers la migration problématique d'une famille de papillons, dont l'arrivée est d'abord perçue comme un miracle par les habitants d'une petite ville dans les Appalaches, aux États-Unis. Della Robbia, le personnage principal, est magnifique et suit un chemin pas du tout simpliste d'initiation et de découverte du monde, alors que le roman, les 15 premières pages, commencent même simplement comme on a l'impression que c'est une espèce de roman d'amour un peu simpliste, et en fait c'est assez beau comment l'écriture même suit la façon dont Della Robbia éclot presque et devient, complexifie sa pensée du monde, découvre des choses et s'intéresse notamment à l'écologie et comme de manière politique en fait. Soyez imprudents les enfants de Véronique Ovaldé m'avait été offert par Jean-Louis et Isabelle à Noël 2017. Northanger Abbey de Jane Austen. Jane Austen, ce n'est pas l'image romantique un peu gnangnan qu'on a à cause du film Orgueil et préjugés. C'est avant tout un humour sarcastique qui critique la bourgeoisie anglaise et son rapport aux apparences. Northanger Abbey, c'est pas mon préféré, mais c'est un des plus drôles, parce qu'il parodie les romans gothiques à la mode à l'époque, que l'héroïne adore lire, et dont elle plaque le décor sur sa propre vie, à tort, évidemment. La justicière et les filles perdues, d'Amy Stewart, je l'ai acheté à la librairie féministe Tulitu, à Bruxelles,
grâce aux recommandations du magazine féministe Axel, comme lecture de l'été, et j'avais découvert le magazine Axel au café féministe Le Poisson sans bicyclette à Scarbeck, où j'ai été bénévole pendant un an. Dans la même liste du magazine Axel, j'ai aussi découvert Désorientale de Negar Javadi, et où j'ai surtout une chose à dire, c'est que j'espère que Negar Javadi va continuer à écrire et que j'ai hâte de lire les suivants. Elle est réalisatrice aussi, mais je ne sais pas trop comment faire pour voir ses courts-métrages. Ida, de Gertrude Stein. Étrange et super. C'est une écriture qui ressemble pas à grand chose d'autre. Et c'est important pour moi ce bouquin, puisque c'est le jour où j'étais en train de lire Ida, et que dans la même journée, j'ai vu mon premier match de foot dans un stade, Union Saint-Gilloise contre Leuven, que j'ai eu l'idée de mon journal filmé, que je l'ai commencé, et dont cette vidéo est un épisode, même s'il est un peu à part dans la forme. L'esquisse d'un rêve et L'art de la vie de Christine Maria Baldursdottir, qui sont les 2 tomes de Caritas. C'est Jean-Louis, mon père, qui m'a fait découvrir ce roman. Lui, il l'avait trouvé par hasard chez Emmaüs, dont le magasin des Essarts est admirablement bien classé au niveau de la librairie. La vie de Caritas traverse tout le XXe siècle en Islande. Elle veut être et sera peintre. Elle passe par tous les courants artistiques en prenant ou jetant ce qui la touche. Elle a des enfants, qu'elle ne désire pas forcément, et elle s'en occupe parfois. Parfois elle les laisse à d'autres, les reprend. Elle ne veut pas de la vie des femmes d'Islande qui l'entourent, mais la société parfois la reprend dans ses griffes. Caritas est à la fois dure, aimante, égoïste, généreuse, magnifique, talentueuse, obstinée. Les autres romans de Christine Maria Baldursdottir n'ont pas été traduits en français et on le déplore. L'art de la joie de Goliarda Sapienza m'a été recommandé et prêté par mon amie Margot. Modesta, l'héroïne de ce roman, est comparable à Caritas, dont je viens de parler, sur plein de points. Elle traverse tout le XXe siècle, mais en Sicile. Elle aime des hommes et des femmes. Elle ne peut pas faire autrement que d'avoir parfois des enfants. Et elle doit être impitoyable pour mener sa barque et tous ceux qu'elle recueille à son bord. Ce roman est encore plus libre que Caritas, aussi bien dans son écriture que dans les choix de vie de son personnage principal. Ça s'explique peut-être, puisque Modesta décide de ne pas être poète ou artiste, parce que cela aussi serait un frein, une attache. Rosa Candida d'Audur Ava Olafsdottir m'a été recommandée et prêtée par Camille. Rêver sous le Troisième Reich de Charlotte Bérat m'a été recommandée et offert par Sophie Bruno, dont j'ai parlé tout au début. C'est un passionnant portrait du Troisième Reich à travers des rêves de citoyens allemands collectés à l'époque et réunis plus tard par l'autrice par chapitre thématique. Ce livre est le point de départ du très beau et terrifiant documentaire de Sophie Bruno, Rêver sous le capitalisme. Prendre la décision de lire au moins autant de femmes que d'hommes chaque année, ça m'a permis de découvrir évidemment plein d'autrices, d'écrivaines que je connaissais pas, de plein de pays différents dont je connaissais pas la littérature. Mais ce qui est super aussi, c'est que à force de le dire dans mon entourage, je vois que mon entourage se met aussi à chercher des autrices, à s'intéresser à ça pour pouvoir me prêter des livres, m'en offrir. Et je pense que c'est une belle manière de répandre ce désir-là, parce que je crois très fortement, comme dans tous les domaines, que s'il n'y a pas plus de femmes dans les écrivains connus et recommandés, qu'on étudie, dont on parle, c'est pas parce qu'elles étaient moins talentueuses, mais parce qu'on les a invisibilisées. Donc, lisez des femmes.